Un peu plus d'un an et Lamadère passera le relais à l'EDM dans la fourniture d'électricité à Nara. Le président de la République par intérim a lancé aujourd'hui les travaux de la future centrale hybride de la ville, puissance 810 kW, coût de l'opération 4 milliards de francs CFA. Les images saisissantes des pluies diluviennes de mercredi dernier à Bamako encore dans les esprits. L'heure est maintenant à la gestion de l'après-déluge. Le gouvernement a convoqué aujourd'hui une réunion de crise sur la question. Et puis, le sport, football, Coupe de la Confédération, phase de poule, ça passe ou ça casse pour le Stade malien de Bamako qui a obligation de victoire face à l'Étoile du Sahel de Tunisie. La rencontre, c'est demain à Sousse. Voilà pour les titres de cette édition, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue. Cette édition que nous ouvrons par le courrier présidentiel, avec des messages de félicitations du chef de l'État par intérim, le professeur Djonkunda Traoré, des messages adressés à Islam Karimov, président par intérim d'Ouzbékistan, à Triong Tan Sang, président de la République socialiste du Vietnam, à Sa Majesté Abdul Halim Muazzam Shan, roi de Malaisie. C'est à l'occasion de la fête nationale de leurs pays respectifs. Dans un peu plus d'un an, la fourniture d'électricité de la ville de Nara sera assurée par Énergie du Mali, une activité assurée présentement par Lamadère qui lui donc passera le relais à ce moment-là. Le processus a déjà annoncé ses couleurs ce matin avec le lancement des travaux de construction de la centrale hybride de la ville par le président par intérim Djonkunda Traoré. Les installations qui produiront une puissance de 810 kW coûteront 4 milliards de francs CFA. Nos envois spéciaux à Nara sont Ibrahim Koulibaly et Mohamed Diarra. C'est une population de Nara en liesse qui est sortie massivement ce jeudi soir pour accueillir le président de la République par intérim, lui-même natif de la localité. Le professeur Djonkunda Traoré ouvre ainsi une nouvelle page dans l'histoire de Nara à travers la pose de la première pierre de la centrale hybride de Nara ce vendredi. Une centrale qui sera alimentée à partir de l'énergie solaire et thermique. Le projet de centrale hybride de Nara, objet de la présente cérémonie, comprend les composantes ci-après. Un générateur solaire photovoltaïque de 810 kW crête, 2 onduleurs de 500 ampères-heure, 2 batteries de 1400 ampères-heure, 3 groupes électrogènes dont un de 650 kVA, un de 400 kVA et un de 275 kVA. La réhabilitation et l'extension du réseau existant. L'adduction d'eau de la centrale. Le coût du projet, y compris les équipements connexes et le remboursement de la participation de l'opérateur Amadère, est évalué à environ 4 milliards de francs CFA, hors droits de douane et taxes, mais incluant les frais financiers. Le financement est assuré entièrement par un pool bancaire du Mali. Dans un an et demi environ, Lamadère laissera donc la place à l'EDM SA pour l'électrification de la ville de Nara. Un projet gigantesque dont l'importance est indéniable sur le développement de la ville. En clair, l'énergie sera fournie 24 heures sur 24 au lieu de 5 à 8 heures comme c'est le cas jusqu'à ce jour. La pose tout de suite de la première pierre de cette infrastructure nous ouvre les horizons radieux. Elle nous réconforte, nous redonne confiance, nous plonge dans une quiétude totale et nous renforce dans le dur combat que nous menons acharnement et quotidiennement pour assurer notre survie et apporter notre contribution, si modeste soit-elle, à l'effort de développement local, voire national. La centrale sera bâtie sur une superficie de 5 hectares. L'entreprise chargée de la réalisation promet de respecter le délai contractuel qui est de 17 mois. Cette centrale hybride ne manquera pas de voir le jour dans le meilleur délai. Et cela conformément au programme de travail approuvé par les autorités compétentes. La réalisation de cette centrale intervient après celle de Woulisibou. Les centrales de Bankas, Koro et Tonia sont en cours de réalisation. Ansongo et Djema vont suivre très prochainement selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Maka Alutunkara a salué l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans la réalisation de ce projet. Le président de la République par intérim ne pouvait qu'être heureux en posant la première pierre de cette infrastructure tant attendue. C'est un grand sentiment de satisfaction. Et
également un sentiment d'espoir. Satisfaction parce que le fait qu'à travers le pays, on commence à poser de tels gestes et de tels actes, cela prouve que nous sommes quand même sortis de la période extrêmement difficile que le pays a traversée. Ça veut dire que le pays est totalement libéré, que la sécurité est revenue et que donc nous pouvons désormais penser au développement du pays et au mieux-être des populations du Mali. Espoir pour le cercle de Nara, pour la ville de Nara, qui va désormais connaître des jours moins incertains que ceux qu'il a connus. Mais ce n'est pas que ça. L'espoir par rapport à tout ce que cela implique comme perspective pour le cercle et pour la ville de Nara. Les populations de Nara, par la voix de leur maire, n'ont pas passé sous silence la réhabilitation des tronçons Djidjini-Nara, Nara-Nyoro, une doléance à laquelle n'est pas insensible le natif de Nara. La ville de Nara, ce que je peux dire, c'est que en réalité, oui, vous avez raison, c'est un petit regret. Parce que en même temps que j'inaugure, enfin que je pose la première pierre de cette centrale, j'aurais pu aussi donner le premier coup de pelle pour la rue de Nara. Je sais que le ministre de l'équipement et des transports a tout fait pour que cela soit. Mais malheureusement, il y a juste un petit détail qui a manqué et qui fait que probablement cela se fera dans les semaines à venir. En attendant la réalisation de ces routes, les populations n'ont pas boudé le plaisir qui leur était offert ce vendredi. Elles ont sorti tout ce qu'elles ont de plus précieux comme instrument de musique pour dire merci aux autorités maliennes. Merci Mohamed Diarra et nous rappelons que la centrale hybride de Nara, deuxième dans le genre au Mali après celle de Ouelessebougou, répond à la préoccupation du gouvernement malien dans la promotion des énergies renouvelables. Visite d'Ibeka, mesdames et messieurs, et nous revenons donc à ce sujet, la visite d'Ibrahim Boubacar Keïta en Côte d'Ivoire. Après N'Djamena au Tchad, le président élu de la République du Mali était aujourd'hui donc chez son homologue ivoirien, Ibrahim Boubacar Keïta, est allé saluer le chef de l'État ivoirien et président en exercice de la CEDEAO pour son engagement dans la résolution de la crise malienne. Le président ivoirien a saisi cette opportunité pour féliciter Ibeka pour son élection à la tête de la magistrature suprême du Mali. Les deux présidents ont évoqué également le renforcement de la coopération bilatérale. Nous écoutons les présidents Alassane Ouattara et Ibrahim Boubacar Keïta. Donc c'est un ami que nous recevons aujourd'hui. Je voudrais lui dire combien nous sommes fiers de la manière dont ces élections se sont déroulées au Mali, avec un taux de participation jamais égalé, dans la paix. Et aussi, Monsieur le Président, vous féliciter pour le score impressionnant qui a été le vôtre au premier comme au second tour. Le Mali est voisin de la Côte d'Ivoire. Le Mali est un pays important pour la Côte d'Ivoire, pour la CEDEAO, pour le continent africain, un pays de grande histoire, de vieille histoire, un pays respecté à travers le monde. Et les difficultés que le Mali a connues nous ont tous éprouvées. Et aujourd'hui, avec l'évolution des choses et notamment la réunification du pays, grâce à l'action des Maliens, de la France, du Tchad, de la CEDEAO, nous sommes heureux que ce processus électoral ait abouti à l'élection d'un président de manière démocratique. Je voudrais dire à Monsieur le Président que nous connaissons son expérience, son intégrité, et nous savons qu'avec lui, les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali vont se renforcer davantage. Dr Alassane Ouattara est aujourd'hui en charge de notre communauté régionale, la CEDEAO, et quand l'on sait le rôle insigne joué par cette communauté
dans la résolution de la crise malienne. Et au passage, il faut le reconnaître, mon cher aîné, que n'ont pas été toujours très justes à l'endroit de cette communauté et de vous-même, et moi le premier, je le confesse volontiers. Mais un travail ardu, acharné, quotidien, a été fait pour que nous soyons aujourd'hui à ce stade. Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui en capacité de gérer de nouveau l'État malien. Nous fûmes si proches d'en être définitivement et peut-être pour un temps très long écartés, car notre identité nationale a failli être profondément mise en cause. N'eût été votre sagacité, votre promptitude en tant que président de la communauté régionale à mettre en œuvre ce qui a été fait pour que la communauté internationale, au-delà de la nôtre, se soucie de nous, prenne conscience de la gravité de la situation du Mali et décide pour la première fois dans l'histoire contemporaine de venir unanimement au chevet d'un pays. De cela, Monsieur le Président, et de tout le reste, nous ne pouvons pas ne pas vous être reconnaissants. Pourquoi nous avions souhaité que notre première sortie fût pour la Côte d'Ivoire. Les agendas ont fait que cela a été légèrement différé, mais veuillez bien croire que c'est avec le cœur très reconnaissant, très fier, que nous sommes ici aujourd'hui à vos côtés, fiers que ce soit vous, le frère, le plus que frère, de très proche, qui ait été à l'initiation de tout cela. Sachez que le Mali vous en est reconnaissant et que nous serons avec vous, mon cher aîné, main dans la main, faire en sorte que la fraternité dont j'ai dit qu'elle a été fondée par l'histoire, par la géographie et l'anthropologie, qu'elle se renforce chaque jour davantage pour que l'axe Abidjan-Bamako soit une nouvelle réalité des relations africaines avec lequel axe il faudra compter. En tous les cas, notre disponibilité est totale pour en faire en sorte que nous partagions les expériences heureuses que vous avez mises en œuvre ici, que vous tentez, et écoutez l'aîné que vous êtes, le soucieux du continent et de son devenir que vous êtes, de la place de notre continent dans le concert des nations, pas de manière mièvre ou mendier, mais à la manière des hommes libres, debout et dignes, qui partout aujourd'hui dans le monde conquièrent les places qui sont les leurs. L'Asie, l'Amérique latine. Et venant en Abidjan et voyant ce qui se passe ici désormais, je puis dire que l'émergence, votre souci et votre projet ne sont plus tellement du domaine du rêve. La réalité commence à surgir de la terre africaine de Côte d'Ivoire. Mon cher Iné, c'est vraiment de tout cela que j'ai plaisir aujourd'hui, étant ici en Abidjan, à connaître avec vous, à m'en inspirer et à me réjouir qu'une nouvelle ère dans nos relations bilatérales s'ouvre désormais. Et c'est ce qui nous conduit encore ce soir au message de félicitations adressé à Ibrahim Boubacar Keïta pour son élection à la magistrature suprême du Mali, l'association des sages-femmes du Mali, l'association des travailleurs handicapés du Mali, Créneau Mali, cercle de réflexion et d'échange pour la paix au Nord Mali, l'Union nationale des travailleurs retraités de la convention régie par l'INPS, le groupement des commerçants maliens, le Conseil des Maliens de Guinée équatoriale. Tous souhaitent au nouveau président élu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, un bon mandat et prient Dieu le Tout-Puissant qui l'accompagne dans sa mission de construction
d'un Mali en paix et prospère. L'actualité dans notre pays est toujours marquée par les graves inondations qui ont frappé Bamako cette semaine. Après le déluge du mercredi dernier qui a fait plusieurs morts et causé d'énormes dégâts, l'urgence reste maintenant la gestion des conséquences de la catastrophe. Aujourd'hui, le gouvernement a été réuni autour du Premier ministre et c'était pour une session de crise. À l'ordre du jour, les actions prises en faveur des victimes et les questions liées à la gestion des écoles qui rouvrent bientôt et qui pourtant actuellement accueillent plusieurs sans-abri. Boubacar Sissoko. La gestion des conséquences de l'inondation du mercredi dernier a regroupé 7 membres du gouvernement autour du Premier ministre Django Sissoko. Il s'agit pour eux de non seulement faire le bilan du sinistre, mais aussi de coordonner les actions appropriées pour venir en aide aux nombreuses victimes. Il ressort de cette réunion que le bilan s'est alourdi. Nous avons recensé à la date d'aujourd'hui 34 victimes. Vous reconnaîtrez avec moi que la situation est très grave. Il nous appartenait de prendre à bras le corps la situation, ce que nous avons fait immédiatement depuis la fin de la réunion mercredi. Les ministres de l'administration, de l'économie et de l'action humanitaire, le ministre du développement social, le ministre de la sécurité étaient tous sur le terrain depuis le mercredi pour assister les victimes de cette situation. Il y a un certain nombre de sites qui sont déjà occupés par les victimes, essentiellement des écoles. C'est des sites provisoires. Il faudrait que nous prenions les dispositions afin que la rentrée scolaire ne soit pas perturbée encore par l'occupation de ces établissements par des populations sinistrées. En même temps, il faut venir en aide à ces populations du point de vue alimentation, du point de vue abri. Des produits alimentaires sont apportés à ces populations. Le gouvernement a également porté la réflexion sur des perspectives afin d'éviter de tels sinistres. Des médicaments sont mis à la disposition de ces populations pour répondre aux problèmes de santé qui peuvent se poser. Les couvertures sont mises à la disposition de ces populations, des habits. Tout cela mérite d'être coordonné. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés ce matin autour du Premier ministre pour une meilleure coordination de ces opérations. Bien entendu, il y a un fonds qui est disponible au niveau de l'administration territoriale que le ministre a activé immédiatement. L'analyse de la situation de la catastrophe nous autorise ou nous commande à réfléchir un peu sur les perspectives pour que de telles situations ne surviennent, parce que une telle catastrophe n'est pas une fatalité. Il est à rappeler que cette pluie diluvienne a durement frappé les populations des communes 1 et 4 du district de Bamako. Et avant cette réunion de crise, des mesures d'urgence étaient déjà prises par le gouvernement dans la fourniture des produits de première nécessité aux personnes victimes des inondations. Et c'est le ministre de l'économie et de l'action humanitaire qui a procédé à la remise de ces dons au maire de la commune 1. Un reportage de Batraoré. Visite pleine de signification parce que signe de solidarité. C'est celle effectuée par le ministre de l'économie et de l'action humanitaire au groupe scolaire Baber Santara de Korofina. C'est là où sont installées les personnes victimes de l'inondation du 28 août dernier. En guise de solidarité gouvernementale, le ministre Mamadou Namouri Traoré a remis au maire de la commune 1 pour les victimes 300 matelas, 50 tonnes de riz, 150 tonnes de maïs, 10 tonnes de sucre, 100 bidons d'huile et divers autres produits. La solidarité du gouvernement à l'endroit de ces populations qui ont été victimes de cette intempérie. J'en profite pour présenter les condoléances du gouvernement, de toute la nation entière, à ces familles qui ont été endeuillées. Et aussi souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés. Les autorités municipales ne sont pas indifférentes à cet appui. C'est un sentiment aujourd'hui de satisfaction au-delà de cette solidarité nationale qui a été exprimée en plusieurs temps. La solidarité au niveau local aussi s'est beaucoup exprimée. Il y a des gens qui nous ont secourus par des vivres, qui ont souvent apporté à manger dans les sites d'hébergement. Et il y a des gens qui nous ont donné des enveloppes, à commencer par le conseil municipal. Pour éviter des cas de sinistre comme celui du 28 août, des dispositions nouvelles seront prises. Il y a des leçons à tirer pour tout le monde, pour les collectivités locales, pour les personnes elles-mêmes concernées.
mais aussi pour l'État, pour qu'on applique définitivement des réglementations qui sécurisent l'habitat des gens. Les gens ne peuvent pas vivre dans des conditions où à chaque fois qu'il y a une inondation, leur vie est en danger. À en croire la délégation ministérielle, des efforts sont en cours pour trouver d'autres sites afin d'accueillir les victimes, ce qui permettrait de libérer l'espace scolaire avant la rentrée des classes. Voilà, action de solidarité du gouvernement en faveur des sinistrés des inondations. C'était ce matin en commune 1 avec le ministre de l'économie et de l'action humanitaire qui était depuis hier d'ailleurs sur le terrain dans la commune 4 et c'était toujours pour apporter l'aide des autorités. Un reportage de Agibou Koulibaly. Des victimes et des portants, c'est le triste bilan causé récemment par les pluies diluviennes. Elles sont tombées le mercredi dernier sur l'ensemble du district de Bamako. C'est face à cette situation dramatique que les autorités ont bien voulu apporter leur aide aux familles victimes de la commune 4. Ce geste est un geste de solidarité nationale. Dès que les événements sont survenus, les services d'urgence se sont tout de suite mobilisés. Il était normal que le ministère de l'Action humanitaire aussi joue son rôle. Nous avons attendu tout ce temps parce que nous voulons connaître l'estimation exacte des besoins. Nous avons évalué les besoins urgents, les besoins sur lesquels il faut absolument apporter des réponses. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Il y a de la nourriture qui est arrivée, il y aura des biens de première nécessité comme les matelas, les couvertures, etc. Et donc c'est un geste de solidarité, mais aussi c'est un geste qui doit s'accompagner de conseils à l'endroit des populations concernées. Donc il faut que l'ensemble de la communauté s'organise, les communes, les populations, le gouvernement, pour trouver des solutions à ces habitats dangereux le long des cours d'eau. Il faut tout faire pour y mettre fin. J'en profite pour présenter nos condoléances, les condoléances du gouvernement à l'endroit des familles qui ont perdu des êtres chers. Le geste de solidarité a été fortement apprécié par les bénéficiaires. Lorsqu'on parle d'inondation à Bamako, les ouvrages pour l'évacuation des eaux d'écoulement sont souvent cités parmi les causes aggravantes. Le ministre de l'Équipement et des Transports en a visité ce matin. Le colonel Abdoulaye Koumaré est venu constater en vue d'anticiper d'autres situations analogues. Abdrahman Maïga. 3 ponts dans 3 communes différentes ont été sérieusement endommagés par les fortes pluies qui se sont abattues mercredi dernier sur le district de Bamako. Il s'agit du pont de Wewayanko en commune 4, le pont près de l'usine malienne des produits pharmaceutiques en commune 2 et celui de Bankoni en commune 1. Sur ces sites, le ministre de l'Équipement et des Transports fait un état des lieux des dégâts et voir les modalités pour l'entretien de ces infrastructures routières. Nous allons déjà, à travers la cellule des travaux d'urgence, intervenir promptement pour réparer les dégâts qui ont été causés sur les ouvrages d'art notamment. Du pont Wewayanko en passant par celui de la commune 2 et de la commune 1, le constat est le même. Construction anarchique des maisons et l'ensablement des lits des cours d'eau occasionnés par des tas d'ordures. Ces facteurs, selon les responsables de l'équipement et des transports, ont été des éléments qui ont constitué un frein à l'écoulement rapide des eaux de pluie vers le fleuve Niger. Il faut que les populations comprennent et nos collectivités locales aussi comprennent que les lits des fleuves ne doivent pas être occupés. Déjà, les textes sont très clairs en la matière. Il faut un minimum de 50 mètres avant les lits du fleuve. Le respect de ces conseils associés à une petite dose de civisme permettront d'atténuer les conséquences des inondations. En plus de cela, les plus hautes autorités doivent une fois de plus prendre des mesures adéquates pour inciter les populations à respecter les normes en matière de construction. Et depuis mercredi dernier, certaines artères du réseau routier à Bamako sont difficilement praticables, un véritable calvaire pour les usagers. L'Agence nationale pour la sécurité routière passe donc en revue les axes les plus touchés afin de prendre des mesures adéquates. Al-Jumatina. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ce mercredi sur Bamako n'ont pas épargné les voies publiques. En effet, plusieurs réseaux routiers du district, surtout à Sévéninkoro et Bankoni, ont été endommagés. C'est dans ce sens que se situe cette visite de la Nazer en compagnie de la police nationale et de la mairie du district.
pour prendre des dispositions afin de faciliter la circulation des citoyens. Nous devons veiller à ce que le réseau routier soit en bon état de circulation. C'est à ce titre que suite aux pluies diluviennes, il était de notre devoir, sous l'impulsion du ministre de l'Équipement et des Transports, de faire le tour pour voir le réseau routier s'il n'est pas endommagé. Cette visite aura permis de relever des anomalies sur plusieurs petits ponts. Anomalies qui ont pour nom la faiblesse des garde-fous, la perte des remblais, l'effondrement des dalles, entre autres. On a fait le tour de Bamako. On a commencé par les communes les plus sinistrées, qui sont la commune 4 et la commune 1. Au niveau de ces deux communes, il y a eu des dégâts très importants sur tous les ouvrages d'art, c'est-à-dire les ponts. Et séance tenante, on a pris certaines mesures. Et la police, à des endroits, a pris des dispositions assez rapidement pour régler la circulation, pour que ces dégâts ne soient pas source d'accidents de la circulation routière. Il s'agissait surtout de prendre une mesure d'urgence afin de préserver et de protéger la vie des paisibles citoyens, surtout des usagers à deux routes. Nous avons constaté qu'en général, c'est sur le pont qu'il y a des problèmes. Le constat que nous avons fait ensemble au niveau de Oyango et de Sotiba. En ce qui concerne même Sotiba, ça m'a donné deux inquiétudes. Un problème de sécurité et un problème de fluidité. Consciente de l'urgence, l'Agence nationale de la sécurité routière va saisir rapidement le ministère de l'Équipement pour réparer ces différents dégâts constatés sur beaucoup de réseaux routiers. Prudence et beaucoup de réactions, de messages de compassion après ces pluies diluviennes aux conséquences dramatiques, des messages de consternation qui nous arrivent de l'ADEMA PASJ, du phare Ankawili, du Sénas Faso Here, de la COLEM, de l'UMRDA, de l'Association des jeunes géographes pour le développement local, de l'UFD, de l'Association des municipalités du Mali. Tous expriment leur solidarité en faveur des populations sinistrées, présentent leurs condoléances aux familles des victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Aussi, ils en appellent au sens patriotique des élus communaux et autorités de tutelle à prendre les dispositions sécuritaires aux abords des cours d'eau conformément aux lois en vigueur. Maintenant, les autres sujets de l'actualité nationale. La première session du Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique qui s'est tenue hier ici à Bamako, au centre des échanges, de l'examen et l'adoption du programme d'activité et celui du projet d'arrêté relatif aux détails des modalités de gestion. Faldemba Keita. Financé sur fonds de la Sotelma à hauteur de plus de 500 millions de francs CFA, le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique vise à appuyer les différentes équipes de recherche, les institutions nationales de recherche, les universités et les grandes écoles. À travers les différents plans stratégiques qui vont découler de cette première session ordinaire, les participants vont œuvrer à asseoir une culture scientifique dans notre pays. C'est un fonds compétitif destiné à mettre en compétition tous les acteurs du public comme du privé, enseignants, institutions de recherche, chercheurs, inventaires isolés, sur des thématiques précises qui répondent à nos objectifs de développement. Pour le président du comité de pilotage, la valorisation et la vulgarisation des résultats de recherche contribuent au développement socio-économique de la nation. Ce fonds va donc pouvoir permettre de financer les activités de la recherche scientifique, d'innovation technologique et contribuer ainsi à la carrière des enseignements du supérieur, mais aussi à susciter une culture scientifique dans le milieu universitaire et de la recherche scientifique. Créé le 25 novembre 2011, le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique s'attelle à promouvoir la carrière des enseignants en général et celle des chercheurs en particulier. À travers un projet de programme de travail, les participants veilleront pour la période 2013-2014 à mettre en place ce qu'ils appellent un minimum vital pour assurer la cohérence dans les missions du fonds. Grande mobilisation du corps enseignant de la région des Gao autour des activités éducatrices de l'année scolaire 2012-2013. Il s'agit de la réorganisation du programme scolaire dans le nouveau contexte et en tenant compte des réalités de la région, des réalités qui s'appellent
perturbation du cursus scolaire et traumatisme chez les enfants. Situation consécutive à la crise qui sévissait là-bas. Correspondant de Daouda Zoumana Traoré. Ce programme scolaire d'urgence qui concerne les régions touchées par la crise est en cours d'exécution à Gao. Dans tous les établissements de la région, enseignants, parents d'élèves et élèves sont à pied d'œuvre pour sauver l'année scolaire en dispensant l'essentiel aux élèves. On a parcouru un grand chemin. Le cap de Gao pouvait même aller à l'examen avec les écoles du Sud. Mais on a voulu attendre vraiment être dans la même mouvance que les écoles du Nord. Donc aujourd'hui, en tout cas moi, je sais que si on a un taux à évaluer pour l'EDF, je dirais un taux de 75%. En réalité, sur le terrain, nous avons déjà commencé avec les activités. Du début à nos jours, les activités se poursuivent normalement. Bon, les problèmes, comme vous le dites, ça il y en a, parce qu'il y a le manque d'enseignants dans certaines écoles, le manque de matériel à certains niveaux. Et malgré ces difficultés, les enseignants ils sont en train de s'investir et le travail se poursuit normalement à nos jours. Ce n'est pas très facile parce que dans les disciplines telles que les mathématiques, ça veut que nous avons un déficit de personnel, même en temps normal. Toutefois, nous avons fait des efforts pour faire appel même à des bonnes volontés, c'est-à-dire des cadres non enseignants, mais ayant le profil scientifique. C'est pour mettre tous les acteurs sur la même longueur d'onde que l'administration scolaire a organisé ce cadre d'échange. Il y a plus d'une année, nous avons connu une occupation. Le système éducatif a été ébranlé. Et il fallait donc, pour permettre aux enfants de poursuivre leur formation, prendre des mesures idoines. Et au nombre de ces mesures aujourd'hui, nous avons le programme qui a été réorganisé pour l'adapter de façon spécifique aux conditions des régions du Nord. Le cas des enfants affectés par les effets de la crise est également pris en charge par un autre programme intitulé Psychosocial. Il sera exécuté par plus de 400 enseignants sur des modules spécifiques. Rassurez l'enfant, ne le grondez pas, ne le punissez jamais. Créez un environnement protecteur et centrez vos activités dans la classe sur l'enfant. Tous ces programmes qui doivent être épuisés avant le mois d'octobre prévu pour la tenue du DF et du bac sont appuyés par l'UNICEF. La Fédération des associations des banques et établissements financiers de l'UEMOA voudrait bien accompagner le gouvernement du Mali dans ses actions d'amélioration de l'environnement des affaires. Pour ce faire, les acteurs attendent des autorités maliennes un plan d'action. Le sujet était au centre d'une conférence de presse animée hier après-midi par les banquiers. Amadou Sankaré était présent pour l'actualité. La question du financement de l'économie malienne ou encore l'amélioration du climat des affaires après la crise qu'a connue notre pays, voilà autant de questions abordées par les confrères. Pour les hommes des médias, les banques se doivent d'être au chevet des entreprises maliennes suffisamment malmenées par cette crise. D'accord, répondent les banquiers, mais l'État doit avoir un plan d'action, ont-ils souligné. Globalement, on a 3 types d'entreprises qu'on peut retrouver au niveau du Nord aujourd'hui. Il y a des entreprises existantes qui arrivent tant bien que mal à conduire leur activité. Il y a des entreprises en difficulté et il y a des entreprises en faillite. Autrement dit, des entreprises qui ont tout simplement disparu parce que les promoteurs de ces entreprises ne sont même plus sur le territoire malien. Donc il faudra que dans une démarche concertée et avec beaucoup d'intelligence, que le gouvernement qui va être mis en place puisse prendre ses préoccupations en charge en réalisant un plan d'action. Pour être plus efficace, les banques souhaitent l'accompagnement des États et cela dans plusieurs domaines. La question de l'énergie, c'est une question primordiale dans la sous-région. Quand vous ouvrez une agence, nous avons des systèmes centralisés où nous avons besoin de télécoms fiables. Si l'État avait investi et qu'il y avait l'énergie dans ces zones, ça allait nous faire des coûts moindres. Mais nous sommes obligés de le faire parce que nous voulons être les plus proches des populations. Les questions de télécoms, ça relève, je dirais donc, du ressort des États. Mais les banques sont obligées d'avoir des réseaux privés. Nous avons aussi
demander aux États de nous aider pour nous exonérer de certains droits de douane sur des investissements de nouvelles agences. Au Mali, les établissements financiers ont enregistré un manque à gagner de 18 milliards de francs CFA du fait de la crise. L'élection présidentielle terminée, les différentes structures qui étaient impliquées dans le processus recensent maintenant les insuffisances et proposent du coup des initiatives pour une meilleure organisation des prochains scrutins. C'est à cet exercice que se sont attelés le CMDID et son partenaire, l'Institut électoral pour le développement rural en Afrique, Batraoré. Les détours de l'élection présidentielle de 2013 se sont déroulés, certes avec beaucoup de satisfaction, mais certaines imperfections et insuffisances ont été constatées. Le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID, et son partenaire, l'Institut électoral pour le développement durable en Afrique, EISA, entendent recenser ces insuffisances et proposer des solutions. La Fondation CMDID, en partenariat avec EISA, Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, veut, à travers cette journée, recenser les enseignements de ces élections présidentielles et les partager avec l'ensemble des acteurs impliqués dans son organisation. Pour le représentant du ministère de l'administration territoriale, le département fonde beaucoup d'espoir sur cette rencontre d'échange. L'exercice pour sa réussite, c'est-à-dire pour l'atteinte des objectifs de notre journée d'échange, ce doit d'être un exercice à l'aune de l'objectivité dans les débats, sans passion, ni rejet de l'autre. C'est à ce prix que nous saurons faire des recommandations constructives pour l'avenir. Près d'une quarantaine de participants issus de différents partis politiques, de la CNI et de la DGE prennent part à la rencontre. Pour mieux identifier ses besoins et harmoniser son développement économique, le Mali élabore son schéma directeur de la statistique deuxième génération. Producteurs et utilisateurs des données statistiques étaient réunis depuis hier sur le sujet au CICB. La rencontre de 2 jours qui s'est donc achevée aujourd'hui, identifier les mots du système statistique national afin d'administrer les remèdes adéquats pour l'économie malienne. C'est en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Le reportage de Alpha Maïga. Le schéma directeur de la statistique, comme le disent les spécialistes, est la stratégie nationale de développement. Un secteur qui reste aujourd'hui confronté à d'énormes difficultés dans les domaines de coordination, de programmation, voire le financement des activités. Et c'est dans ce contexte que se tiennent ces assises pour la 2e fois. Le Mali s'est doté en 2006 d'un premier schéma directeur de la statistique. Ce schéma a permis d'améliorer substantiellement la production de l'information statistique pour les prises de décision, pour la planification. Pour étayer cela, je voudrais citer des grandes opérations comme le recensement général de la population et de l'habitat. L'objectif est de disposer au sortir de vos travaux d'un diagnostic exhaustif sur la base duquel se fondera la planification à moyen terme du développement des activités statistiques. Ainsi, au cours des travaux, les spécialistes vont examiner le rapport diagnostic du système statistique. Et pour en arriver là, on ne pouvait pas se passer de l'information statistique. On a coutume de dire que la décision vaut au mieux ce que vaut l'information. Je vous invite donc à examiner ce rapport avec minutie, car comme dans le domaine de la médecine, il ne peut y avoir de bons médicaments pour des maux mal diagnostiqués. Le bon diagnostic du système statistique national nous permettra ainsi de définir une meilleure vision du développement de la statistique dans notre pays. Plus de divisions au sein de la jeunesse malienne, c'est ce que le Forum national de la jeunesse a décidé et c'était lors de ses assises tenues à Ségou. Là-dessus, nous écoutons le président du Forum national de la jeunesse. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. À Ségou, la jeunesse malienne de l'intérieur comme de l'extérieur, notamment les délégués des régions, des 49 cercles du Mali, plus la diaspora, ont eu à décider d'abord la continuité du mandat du bureau exécutif actuel, qui prend fin en novembre prochain, la réouverture du siège, la mise en place d'un comité de suivi des recommandations. Un comité qui serait élargi aux membres du comité exécutif du Conseil national de la jeunesse, des groupes organisés et d'autres personnes et ressources, plus la DNJ.
Permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports, à travers lui, l'ensemble de l'équipe gouvernementale et même le président de la République, pour l'accompagnement nécessaire pour la réconciliation de la jeunesse malienne. Le Forum national de la jeunesse a été la réconciliation de la jeunesse. Donc, ceci étant, nous pensons que à la date d'aujourd'hui, cette réconciliation a été effective du moment où la jeunesse s'est parlé à Ségou et s'est mis d'accord jusqu'à élaborer des recommandations. En 5e région, l'ONG Delta Survie vient de lancer un projet qui s'appelle Eau potable et assainissement dans les écoles mobiles du Delta intérieur du Niger. Ce projet qui couvre les cercles de Djéné, Mopti, Ténékou, Ouaro et Douanza est motivé par le souci d'amélioration des conditions de santé des populations nomades. Correspondance de Yacouba Maïga. D'un coût global d'un peu plus de 35 750 000 francs CFA, avec une contribution de 29 410 000 francs CFA de l'Union européenne à travers son programme d'appui aux organisations de la société civile, le projet Eau potable et assainissement dans les écoles mobiles est une initiative de l'ONG Delta Survie qui entend contribuer à l'amélioration de l'accès des enfants des populations nomades du Delta intérieur du Niger à une éducation de qualité. Cette eau potable permanente, en plus de la santé qu'elle apportera, permettra aux populations une plus grande stabilité. Une stabilité indispensable au bon déroulement des cours et à une insertion politique et sociale de ces groupes. Sur le terrain, notamment dans certaines communes ciblées, dans les cercles de Djéné, Mopti, Ténékou, Youarou et Douanza, le projet prévoit de mettre en place 10 fourrages manuels équipés de systèmes d'exor solaire adaptés. Cette action sera soutenue par l'alphabétisation d'une centaine de personnes, dont 75 femmes, pour faire face à l'entretien et à la réparation des fourrages. De même, les populations seront sensibilisées à l'adoption des pratiques appropriées en matière d'hygiène et d'assainissement. L'aspect innovant de ce projet, c'est qu'à travers l'eau potable, les communautés traditionnelles connues pour leur conservatisme peuvent changer de comportement. Ce nouveau projet, qui durera une année, devrait faciliter également le retour et la stabilisation des populations nomades affectées par la crise. La tenue hier à Kayes de l'Assemblée générale constitutive de l'Agence de développement territorial de Djéma. Cette agence est conçue dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement de la région. Le programme couvre les cercles de Djéma, Bafoulabé et Kenyeba. Il est le fruit de la coopération décentralisée entre le Conseil régional de Kayes et le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais en France. Correspondance Jafar Aïdara. L'objectif de cette rencontre est de doter l'Agence de développement territorial d'un statut juridique permettant de répondre au mieux à son rôle d'outil d'aide à la prise de décision, ce qui constituerait un signe fort de son engagement à fédérer de façon responsable toutes les actions communes en faveur d'un développement harmonieux en région de Kayes. Vous avez connu un moment l'existence des CCC qui offraient un service technique d'appui aux collectivités, communes et cercles sur notre territoire. Malheureusement, ces CCC ont disparu. Donc, pour pallier cette insuffisance, ces différentes collectivités, les 3 cercles, Kenyeba, Bafoulabé, Djéma et le conseil régional, ont mis leurs efforts en commun pour mettre en place un service technique, l'Agence de développement territorial de Djéma. Aujourd'hui, les collectivités de la région de Kayes connaissent des mutations profondes tant sur le plan du développement des infrastructures que sur celui des changements de comportement dans les cercles de Djéma, Bafoulabé et Kenyeba. Bon nombre de collectivités connaissent aujourd'hui une profonde mutation. Le choix de Djéma est stratégique parce que Djéma a été la première ville émergente. Il faut rappeler que ce programme est initié par le partenaire de Corinth à travers le ministère français des Affaires étrangères, les collectivités françaises et maliennes au titre de la coopération décentralisée entre le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et le Conseil régional de Kayes. L'Union des coalitions ouest-africaines était devant la presse pour parler de la problématique des enfants, l'UCAO, qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. Pour réussir cette mission, elle fait un plaidoyer auprès de la presse afin de mieux véhiculer le message. Le point de presse a été suivi par Al-Juma Tina.
Au centre de ce point de presse de l'Union des coalitions ouest africaines pour l'enfance, un plaidoyer auprès des hommes des médias. L'UQOA entend s'appuyer sur ces derniers, en général et les communicateurs en particulier, pour porter à travers leur plume, leur micro, la voix des sans-voix qui sont les enfants. Créé en 2011 et regroupant les 15 pays de l'espace CEDEAO, l'UQOA vise à promouvoir et protéger les droits de l'enfant. Nous sommes en train de voir comment est-ce que des cadres fédérateurs pour les enfants vont être créés pour que les enfants puissent prendre eux-mêmes la parole. Mais en termes d'activité, nous donnons, si vous voulez, les grandes lignes. Maintenant, chaque pays, en fonction de ses spécificités culturelles, religieuses, et on interagit sur les gouvernements. La notion des droits de l'enfant, qui fait partie intégrante des droits au niveau des différentes sociétés, ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. La notion de droit des enfants, consacrée dans la Convention internationale des droits de l'enfant, consacrée dans la Charte sur les droits et le bien-être de l'enfant, mais aussi consacrée dans le cadre de politique nationale du Mali et ses différents instruments juridiques puissent prévaloir. Un droit est inaliénable. Les hommes des médias qui sont appelés à faire à leur tour un plaidoyer ont voulu en savoir plus sur la lecture que fait la structure du droit de l'enfant. À ce niveau, ce ne sont pas les éclaircissements qui ont manqué. L'UQOA, qui a son siège à Niamey, a mené cette activité avec la COMAD, la coalition malienne pour la défense des droits de l'enfant. Le taux de pratique de l'excision dans les zones d'intervention de Plan Mali est de 58% chez les enfants de 0 à 5 ans, des chiffres issus de la session de formation et de recyclage des animateurs et promoteurs de radio de proximité que l'ONG vient d'organiser. Le compte rendu de Moïse Traoré. Le taux de pratique de l'excision dans les zones d'intervention du Plan Mali est de plus de 50% sur les enfants de 0 à 5 ans. Les animateurs et les promoteurs de radio de proximité de ces 8 localités du centre, de l'Est et du Sud ont pris part à la session de formation et de recyclage. Si l'on leur ajoute les représentants de 8 radios de la capitale, cela fait une cinquantaine de participants. Pendant 3 jours, les exposés et les débats se sont focalisés sur les relations entre droits et excision. Dans nos zones d'intervention, nous pouvons dire que nous avons fait un grand pas. Parce que sur nos villages d'intervention, Plan Mali travaille avec 180 villages par rapport à l'abandon de l'excision. Sur les 180 villages, on peut dire qu'il n'y a pas un village où on ne peut pas parler d'excision. En décembre 2011, une session de formation similaire avait regroupé une quarantaine de communicateurs. An sigiyɔrɔ la baara nɔgɔman tɛ yen, nɛgɛkɔrɔsigi kunnafoni la baara nɔgɔman tɛ yen. A kɛra laada ye, a kɔni ka gɛlɛn, o bɛ ka faamuya ka taa dɔɔni parce que an ka zone na zone dugu dɔ bɛ yen, o ye nɛgɛkɔrɔsigi dabila pewu. Sabula plan ka baara senfɛ. Ayiwa hali bi a kɔni ka gɛlɛn, mais jusqu'à présent an b'an jija. Il faut arrêter parce que c'est vraiment un mal du siècle. Malheureusement, alors le Mali n'a pas encore pris une loi, en tout cas pertinente, pour que cette condamnation soit imminente. Au nom de la directrice du programme national de lutte contre l'excision, les travaux ont été ouverts par Saliki Koulibaly. L'orateur avait rappelé les efforts du gouvernement dans la lutte contre les pratiques néfastes à la santé de la mère et de l'enfant. Le Haut Conseil pour les réfugiés remet des véhicules et des motos à ses partenaires évoluant sur le terrain. Le matériel a coûté plus de 100 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin. C'était au siège de l'organisation à la CI 2000. Adama Koulibaly. Les bénéficiaires de ces engins roulants sont des travailleurs d'ONG norvégiennes, italiennes et américaines, des ONG partenaires du Haut Conseil des réfugiés ACR. Ils ont reçu une dizaine de véhicules 4x4 tout-terrain et des motos pour leurs agents chargés d'appuyer les démunis déplacés à travers le pays. IEDA Relief est une ONG internationale partenaire du ACR ici au Mali et nous nous occupons du suivi de la protection dans les régions de Ségou, Gao et Tombouctou. Nous avons beaucoup de difficultés pour le mouvement. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir ces véhicules qui vont nous permettre vraiment de faire notre travail sur le terrain. Le gouvernement, à travers son représentant, a salué le geste du ACR. N'oublions pas que
ces partenaires sont des ONG qui sont en même temps sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale. Et quand on se réfère aux actions qui seront engagées très bientôt, avec le retour des déplacés, avec le retour des réfugiés, nous pensons que c'est un travail utile et un geste magnanime que la HCR vient d'effectuer en direction des partenaires. Ces matériels roulants sont d'une grande utilité et feront en sorte que l'accès à l'assistance à apporter aux populations démunies en général, aux réfugiés et aux personnes déplacées en particulier, soit totalement garanti. Ce matériel roulant a coûté 425 millions de francs CFA. La route qui tue encore à Bamako, un carambolage impliquant une voiture et 7 motos fait 1 mort et 6 blessés. Le drame s'est produit aux alentours de 15 heures à l'intersection des routes Garanti-Goubourou, 30 mètres. Chekoumar Sankaré est allé voir. Ce drame s'est produit à 15 heures passées de 10 minutes à Garanti-Goubourou, précisément à l'intersection de la route du 30 mètres. En effet, des véhicules et motos étaient arrêtés au feu tricolore qui affichait le rouge. C'est en ce moment qu'un camion Ben chargé de sable qui venait du côté de Kalabankoro n'a pas pu s'arrêter, le système de freinage ayant lâché. C'est un camion Ben qui apparemment, son système de freinage a fait une défaillance, finalement a percuté tout ce qui se trouvait devant lui. Il a percuté ainsi dans sa progression 11 véhicules, 3 véhicules personnels, 6 taxis, 2 bennes qui sont en cause. Malheureusement, cela a fait beaucoup de victimes, 7 victimes, parmi lesquelles une est décédée sur le champ. Les autres ont été transportés rapidement à l'hôpital. Les chauffeurs sont au commissariat du 11e arrondissement, en garde à vue pour le moment. 7 motos ont également été touchées, dont celle du jeune homme décédé. Le camion a parcouru plusieurs centaines de mètres avant de pouvoir s'arrêter. Les chauffeurs rescapés n'en croient pas leurs yeux. Les services de protection civile ont vite intervenu et transporté les blessés aux urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Maintenant, le sport football, Coupe de la Confédération phase de poule en déplacement à Sousse ce samedi. Le stade malien de Bamako a obligation de victoire face à l'Étoile du Sahel et pour se positionner dans l'optique d'une éventuelle qualification en demi-finale. Juste avant le départ des Blancs de Bamako, Seragatou Cissé est allé voir leur dernière mise en jambe. 2 matchs, 2 défaites, 1 but marqué, 4 buts encaissés. Voilà en chiffres le maigre bilan du stade malien de Bamako dans cette Coupe de la Confédération. Les Blancs traînent véritablement les pieds comme en atteste leur 4e place dans la poule A, 0 points. La réception de l'Étoile sportive du Sahel de Sousse ce samedi est cruciale pour le capitaine Soumela Diakité et ses partenaires. Une victoire s'impose pour décoller. Tout le monde est prêt mentalement, physiquement, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. On a fait 2 faux pas, donc si on arrive à gagner ce match-là, peut-être ça nous aidera de faire quelque chose. Devant son public, savourant encore la délice du doublé Coupe Championnat, le stade malien de Bamako n'a toujours pas montré de choses merveilleuses sur la scène continentale. On sait qu'on doit absolument gagner ce match-là, mais on peut aussi très bien le gagner à la 90e. Donc il ne faut pas non plus se mettre en tête qu'il faut absolument, dès les premières minutes, tout de suite scorer. En voulant démarrer des fois trop rapidement, on peut faire des bêtises. Je crois qu'il faut bien s'installer dans la rencontre, essayer de prendre les choses en main malgré tout, dominer l'adversaire, se créer des occasions. Voilà, Étoile du Sahel de Sousse au stade malien de Bamako, c'est demain, samedi, à partir de 18h, temps universel. Point final à cette édition. Demain 13h, Amadou Sankaré, Inch'Allah, je serai là pour l'édition du soir. L'info, c'est aussi sur notre site. Merci de le visiter, c'est le www.ortem.ml. Bonsoir et bon week-end.